Super. Eh bien, écoutez, ravie. Bonjour à tous. Moi, ce que je vous propose peut-être aujourd'hui, dans une ère où le sujet de l'eau s'est invité sur le plan national, puisque aujourd'hui, c'est quand même un des principaux sujets sur le plan médiatique. Je trouve que c'est intéressant d'essayer de comprendre aussi pourquoi il y a un tel mouvement, pourquoi à un moment donné, il y a quand même, parce que quand on regarde le plan, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de lire toutes les mesures du plan eau qui a été mise en évidence hier soir, mais on voit qu'il y a quand même une véritable prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est reliée à une situation très spécifique, très particulière. Et vraiment, on voit à quel point les choses sont en train de se modifier et donc ça nous amène dans une fonction d'urgence. Et ce que je vous propose, c'est que on puisse essayer ensemble d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est modifié en France, que nous racontent un petit peu ces dernières années, quelles sont les leçons qu'on peut tirer concrètement depuis 2017 à aujourd'hui, parce que c'est vraiment la période qui correspond à ce que l'on peut comprendre finalement de plus flagrant sur la manière dont le changement climatique s'invite chez nous et s'invite en France. Déjà, peut-être quelques points, peut-être certains d'entre vous ont lu les études qui relèvent le fait que la France est aujourd'hui le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Et donc, il y a une question de vitesse, une question de rythme qui nous dépasse. Deux études ont été menées, une par l'Organisation météorologique mondiale et la deuxième qui a fait l'objet d'une publication, notamment par une équipe française, et qui mettent en évidence le fait que la France se réchauffe 20% plus rapidement que le reste du monde et 50% plus vite que ce qui était prévu dans les modèles initiaux. Donc, il y a quelque chose qui nous rattrape et qui nous interroge parce que la question de l'eau n'a jamais été un problème en France. On a toujours connu des extrêmes climatiques et je vais vous montrer un petit peu des éléments, mais en réalité, on a quelque chose qui est en train de basculer d'une variabilité climatique naturelle qui a toujours existé à une tendance. Et c'est vrai que plus on zoome à l'échelle de son territoire, moins quelque part on a de hauteur pour comprendre aussi quelle est cette tendance. Et donc je vous propose comme ça, ensemble peut-être aujourd'hui, de dézoomer ensemble pour essayer de comprendre ce que nous raconte le territoire et la manière dont les choses sont en train de s'installer peu à peu, mais qui finalement est assez nouveau et nous ramène à quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. De l'ordre de l'inconnu parce qu'on arrive sur un été 2023 avec un phénomène El Niño qui est en train actuellement de s'installer sur l'océan Pacifique. El Niño, en général, va avoir comme incidence d'augmenter de 3 à 4 degrés l'océan Pacifique. Et donc, va avoir, alors ça paraît bien loin chez nous, mais en réalité, c'est un quart de la planète, hein, l'océan Pacifique. Et donc, ça a des conséquences directement chez nous puisque ça a un pouvoir réchauffant, alors parfois de 0,1 à 0,3 degrés, mais en tous les cas, un pouvoir qui derrière vient s'installer alors que nous étions ces 3 dernières années dans un contexte plutôt que l'on appelle la Niña, c'est-à-dire ce phénomène qui est refroidissant. Et malgré tout, on a connu l'été 2022. Et donc, l'été 2022, il nous raconte quelque chose de nouveau parce que il coche toutes les cases. Il coche la case de la vague de chaleur la plus précoce et la plus violente que l'on ait eue avant même le premier jour de l'été. Il coche la case du fait d'avoir eu une succession de vagues de chaleur et de canicules durant l'été et qui ont pour la première fois particulièrement marqué les Français, surtout quand on a eu les incendies de la Teste-sur-Bûche, où là on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience qui est nouvelle dans les populations. Et puis on a ensuite une vague de chaleur qui va s'installer la première semaine de septembre. Et sur cette dernière vague de chaleur, eh bien, il y a 1% de probabilité que cette vague de chaleur puisse se produire sur le plan statistique. Et donc, on a eu la première semaine de septembre 2022, plus de 40 degrés dans une grande partie du sud-ouest. On a
vécu sur la zone, alors ce n'est pas vraiment chez vous directement, mais bien plus dans le Grand Ouest, mais 4 mois consécutifs avec des températures qui ne descendaient pas la nuit en dessous des 25 degrés. Et on avait oublié à quel point la température est la variable d'ajustement direct du cycle de l'eau. Et donc, au fur et à mesure du temps, on s'est mis à voir des choses nouvelles. On s'est mis à voir notamment des dynamiques avec ce que l'on pourrait appeler en France des sécheresses éclairs. Et ça, c'est quelque chose. Emma, je ne sais pas si tu nous entends, mais ça a coupé de notre côté quand tu parles des sécheresses éclairs. Oui, je vous ai vu vous figer d'un coup. Donc, c'est bon, on reprend. OK. Donc, je vous disais que la littérature scientifique, eh bien, elle nous raconte de plus en plus des phénomènes de sécheresse éclair. Alors, c'est quoi une sécheresse éclair? C'est une sécheresse qui s'installe entre 5 jours à peu près et 3 semaines et qui vient complètement rejouer l'état des sols, le stress hydrique, et qui est directement apporté par des phénomènes de vagues de chaleur. Et donc, on voit qu'on a de plus en plus de publications scientifiques qui nous racontent ça un peu partout. Et moi, je vous propose peut-être d'essayer de voir ensemble comment ça a déjà pu s'installer en fait en France ces dernières années et qu'est-ce que ça vient nous raconter dans les prérequis qu'on avait. Parce qu'on avait toujours un peu ce sentiment qu'un peu comme la cigale et la fourmi, la cigale, elle chante tout l'été et puis la fourmi, derrière, elle entasse l'hiver. Et donc, on était persuadé qu'en fait, quand on aurait beaucoup d'eau dans nos nappes phréatiques l'hiver, eh bien, on tiendrait très longtemps. Et c'est là que c'est intéressant de regarder comment chaque année nous donne des leçons. Et je vais vous le montrer en image. Ce sera plus simple. Je vais partager mon écran. Vous me dites si c'est bon de votre côté. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien, du coup, les diapos? C'est bon. Oui. Allez, super. Donc, en fait, voilà, vous racontez, alors je vous donne l'anecdote, mais parce que ça m'a fait sourire, mais partout où je vais, dans les archives départementales, j'ai trouvé des références historiques assez intéressantes pour nous montrer à quel point des sécheresses, la France en a vécu des bien pires en réalité que ce qu'on a pu vivre là. Et donc, je vous donne un extrait. Alors, ce n'est pas sur votre territoire, c'est sur Avignon. Mais en 1334, il y avait des témoins locaux qui révélaient que la chaleur et la sécheresse furent si excessives que les personnes de tout âge et de tout sexe changèrent de peau comme des serpents. La populace saisie comme une espèce de frénésie courroie dans les rues nues jusqu'à la poitrine et armée de fouets se déchiroie les épaules, demandant à grands cris la pluie et la fin de cette affreuse calamité. Donc, ça peut faire sourire quand on lit ça, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on est en train de parler de la France, on est en train de parler d'un pays tempéré, même si on est en contexte méditerranéen. Et donc, on se rend compte qu'on a eu de telles sécheresses extrêmes dans l'histoire de France qu'en réalité, eh bien, on a déjà un peu connu toutes les couleurs, toutes les facettes de ce que peuvent être ces extrêmes climatiques sur la France. Et donc, je voulais vous le montrer un petit peu rapidement en image. Et si vous avez une image en 1897 où on joue aux boules sur le Rhône à Lyon, qui est complètement asséché, ou encore dans la forêt de Fontainebleau en 1921, on a déjà des feux qui sont incontrôlables en lien directement avec une sécheresse et avec des vagues de chaleur. Donc, on voit que c'est des choses qu'on a déjà connues dans l'histoire. Ensuite, ici, alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les piles du pont à sec. Là, on est sur la Seine. Et ce qui est intéressant au niveau du pont-Marie, c'est qu'en réalité, parfois, on a des étiages. Alors, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre parce que c'est quand même votre métier, mais là, en l'occurrence, c'est un étiage qui est généré par l'arrivée des Allemands qui vont imposer des systèmes d'écluses et qui vont imposer le fait de vider la Seine complètement de ses réserves stratégiques plusieurs fois d'affilée. Et donc, on voit que parfois, ces étiages ne sont absolument pas naturels. Et là, vous avez un étiage de la Loire qui nous montre que les images qu'on a eues l'année dernière peuvent effectivement revenir à nouveau. Ou encore le Rhône, plus récemment, en 1976, qui a connu
une sécheresse extrême, et notamment 76 est particulièrement connue parce que tous les Français avaient dû mettre la main à la poche, et donc on a eu un impôt sécheresse qui avait d'ailleurs coûté la place de Jacques Chirac, qui avait dû démissionner tellement il avait peu été apprécié par la population qui lui en avait voulu de devoir payer pour les calamités qu'avaient vécues les agriculteurs. Donc voilà, alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vous propose de vous le raconter en images parce que ce qui est intéressant, c'est que eh bien, ce que l'on a vécu en 2003, par exemple, la sécheresse de 2003, en réalité, elle aurait dû être pire que celle de 1976. Sauf que, notamment sur la Loire, et pire en termes de calamité agricole, pourquoi derrière est-ce qu'on a réussi à tenir? C'est qu'on a eu un hiver particulièrement pluvieux entre 75 et 76. Et donc, on avait déjà des aménagements qui étaient faits sur la Loire et la Seine. Et donc, en réalité, on a régulé par un débit d'étiage et donc on a contrôlé l'état de la sécheresse. Vous me dites si ça s'arrête à un moment donné. Et donc, je prends en réalité les dernières années parce que c'est les dernières années qui sont les plus marquantes. Alors, juste avant de parler de 2017, on va parler de 2016. 2016 aurait dû déjà être une année d'inflexion, une année où on commençait à connaître une sécheresse marquée, où il faisait beaucoup plus chaud. D'ailleurs, c'était une des premières années les plus chaudes jamais enregistrées, déjà en 2016. Si on regarde dès 2017 et qu'on se positionne à ce moment-là, et qu'on se demande si on avait déjà des paramètres, des signaux faibles qui étaient présents, eh bien, on se rend compte que sur les 17 années les plus chaudes qu'on n'a jamais enregistrées en France, 16 de ces 17 années l'ont été après les années 2000. Et là, je vous dis ça en 2017. Donc, en gros, on voit très bien que dès les années 2000, on commence à avoir des années de plus en plus chaudes de manière très claire. Maintenant, en 2017, c'est un peu particulier parce que, eh bien, on va se retrouver avec des vagues de chaleur. Et là, vous voyez déjà sur la carte des canicules Météo France que l'on atteint déjà 96% des Français sont directement concernés par des phases caniculaires, et voire même ce qui est assez surprenant, c'est de voir qu'en réalité, c'est dans le sud que l'on a plutôt des vigilances en niveau vert sur la Corse et sur le sud. Et donc, on voit qu'on a une majorité de orange en canicule et du jaune. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de regarder ensemble comment ces cartes ont évolué ces dernières années et quelles couleurs elles ont prises, puisqu'on va voir qu'il y a une gradation dans la colorimétrie de ces cartes. Alors, ce qui peut être notable aussi, c'est que eh bien, nous avons une quasi-absence de pluie durant l'été 2017. Et cette absence de pluie, elle va durer 10 mois. Elle s'arrête le 26 décembre. Et donc, quand on regarde, vous regardez la carte, est-ce que vous arrivez bien à voir la carte du coup? Oui. Super. Donc, quand on voit la carte, en fait, qui est située à gauche, ce qui est intéressant, c'est de voir l'état de l'humidité des sols. On se rend compte que le niveau de sécheresse, il touche principalement plutôt le pourtour méditerranéen et la Corse. Et donc, on voit qu'on n'a absolument pas de phénomène de sécheresse, notamment dans le Finistère, toute la zone bretonne, une grande partie d'ailleurs de l'Île-de-France, ne présente absolument pas de caractère sec. Par contre, quand on regarde la moyenne mensuelle de référence de précipitation, là, on se rend compte que c'est toute la France qui est concernée par une absence de précipitation sur certaines parties de l'année. Et pas seulement uniquement en réalité le pourtour méditerranéen. Et donc, ici déjà, vous avez une image qui vous montre les cartes de restriction de pluie qui vont être atteintes. Et ces cartes de restriction, elles ont été prises le 26 octobre 2017. C'est-à-dire, une fois qu'on a passé l'été, on se rend compte que quasiment 2 mois après la fin de l'été, on a déjà des cartes de restriction sur une grande partie de nos aquifères, avec un problème majeur qui est le fait que le niveau rouge, donc le niveau de crise, va être un arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles.
Et donc, on voit que ces seuils derrière sont mis en place pour uniquement des prélèvements pour les usages prioritaires, donc la santé, la sécurité civile et la salubrité publique. Donc, on commence à voir ce que l'on a pu vivre le week-end dernier et l'actualité qui a pu avoir lieu, c'est qu'on se retrouve avec des territoires entiers qui ont des niveaux de crise, donc nécessairement un arrêt de l'irrigation. Et donc, on se rend compte que eh bien, si vous n'avez plus de possibilité d'irriguer, eh bien, ce sont des filières agricoles qui ne peuvent pas continuer. Et le problème, c'est que ces arrêtés de crise, ils commencent à s'installer au départ de manière assez timide, mais là, à partir de 2017, on commence à voir les prémices de cette sécheresse historique. Et puis, à la fin de 2017, eh bien, le 26 décembre, en l'espace d'une semaine, on va basculer sur quelque chose d'autre. On va basculer sur le fait d'arriver en 2018. Et alors là, quand on regarde, alors ici, vous avez encore les cartes de sécheresse fin 2017 qui nous montrent à quel point la situation est encore marquée, même à la fin décembre. Et puis, quand on regarde 2018, eh bien là, on va basculer sur quelque chose de complètement différent. Déjà, premièrement, on va avoir 5 tempêtes extrêmement importantes qui vont parcourir l'intégralité du territoire. On a aussi plusieurs épisodes méditerranéens qui vont concerner durant cette année le mois d'octobre et le mois de novembre. Et donc, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que 2018, à ce moment-là, c'est une nouvelle année, la plus chaude depuis le début du XXe siècle. Donc, on voit qu'on a une gradation en termes de température. Et en janvier 2018, il y a tellement de précipitations à cause des tempêtes répétées sur la France que la pluviométrie va dépasser celle qui avait été mesurée en janvier 1910. C'est-à-dire qu'on a une pluviométrie sur le bassin parisien supérieure à ce qui avait généré la crue centenale. C'est là qu'on se rend compte que les grands lacs réservoirs en amont vont jouer un rôle très important parce qu'en l'occurrence, une grande zone derrière des pluies tombe bien en amont de ces barrages, donc vont permettre en fait d'écrêter les pluies. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre à quel point, eh bien, à ce moment-là, on est vraiment serein. C'est-à-dire que on a ce sentiment que on n'aura pas de problème de sécheresse comme on l'a vécu l'année d'avant. Finalement, tout ça est passé. Tout comme on a une variabilité naturelle climatique, eh bien, il n'y a absolument aucune problématique. Et effectivement, on voit qu'on a une pluviométrie record généralisée sur toute l'année 2018. Là, on voit très bien les marques très marquées du pourtour méditerranéen qui va subir des épisodes diluviens. Mais on voit que dans l'ensemble, la France ne connaît absolument pas de problème de pluviométrie entre le mois de janvier et l'arrivée de l'été. Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, en fait, on va se retrouver avec une canicule qui va s'installer du 24 juillet au 8 août. Et cette canicule, eh bien, regardez, là, vous voyez qu'elle atteint une plus grande partie avec un niveau orange. Et cette canicule, elle va durer tellement longtemps qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une France qui va basculer d'un état de sécheresse qui était quasiment néant, puisqu'on avait 30% d'excédent dans nos recharges de nappes phréatiques. Et à la fois, on se rend compte que, eh bien, il suffit d'avoir 3 semaines de canicule pour que la France se redessine complètement. Et donc, c'est intéressant de regarder ça parce que souvent, quand vous écoutez dans les médias ces derniers temps, on vous dit, mais regardez, vous voyez bien que derrière, on va avoir des pluies, donc on n'a plus de problème quelque part. Et là, on se rend compte que même avec des pluies hors normes, puisqu'on voit bien que même le mois de janvier est supérieur en termes de pluie à janvier 1910, eh bien, on se rend compte que malgré tout, la France peut basculer dans un état de sécheresse. Et vous voyez sur la carte de droite, déjà dès le 26 juillet, on voit des départements qui rebasculent en niveau de crise sécheresse. Et donc là, on voit quelque chose d'assez nouveau. C'est une sorte de gradation. Et puis, on voit surtout aussi un ensoleillement qui se modifie parce qu'on a de moins en moins d'entrées dépressionnaires. On a
beaucoup plus de situations anticycloniques. Lorsque vous avez des entrées dépressionnaires, et je pense que vous êtes les premiers spectateurs de ces dépressions, eh bien, ces couloirs de dépression amènent des vagues d'humidité et ensuite, par le recyclage continental, permettent de générer des pluies beaucoup plus loin dans le continent. Donc, les pluies qui tombent à Brest permettent aussi d'avoir des pluies sur Strasbourg. Mais là, ce que l'on voit, c'est que l'absence de ces dépressions est tout de suite palpable par le taux d'ensoleillement. Et on voit que l'anomalie d'ensoleillement, elle se fait plutôt sur le nord de la France plutôt que sur le sud. Et surtout, d'ailleurs, jusque dans les Hauts-de-France, voire même dans le Grand Est. Et ça, c'est vraiment lié au fait qu'on a de plus en plus de très longues périodes de beau temps qui expliquent justement ces situations. Et puis, quand on regarde les températures, on voit d'un côté, de manière très nette, là, une augmentation des températures depuis les années 90. On voit une accélération et des augmentations encore plus claires à partir des années 2000. Mais surtout, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est absolument nouveau. Et c'est là la tendance, en fait. C'est-à-dire que c'est là qu'on sort de la variabilité naturelle climatique et qui nous montre qu'on devient beaucoup plus rapidement et beaucoup plus violemment directement soumise à des sécheresses très marquées. Et donc, vous voyez ici à droite, malgré une très grosse pluviométrie sur la France, à quel point c'est vraiment l'anomalie de température sur la France qui explique directement le fait que l'année 2018 va être une année de sécheresse historique. L'année 2019, c'est une année aussi qui est très marquante parce que, eh bien, on va découvrir à quel point la France peut se retrouver soumise à des températures hors normes, des températures de 42 degrés sur Paris, de 46 degrés dans le sud de la France, entre l'Hérault et le Gard, mais aussi quelque part, eh bien, derrière des Hauts-de-France qui se retrouvent avec des températures qui dépassent les 40 degrés. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, tout le monde n'a qu'une envie, c'est finalement de venir se réfugier en Bretagne avec ce sentiment que c'est l'Eldorado qui finira par tous nous sauver de ces situations. Et l'année 2022 est venue nous raconter d'ailleurs encore autre chose. Mais voilà, ce qui est important, c'est de comprendre à quel point il suffit d'une situation, ça c'est 2018 qui nous raconte qu'une période très courte, très chaude suffit à faire basculer la situation. Mais là, c'est encore différent en 2019. On nous raconte qu'on peut avoir en France des températures de l'ordre de 46 degrés. Et surtout, les bâtiments sont tellement inhabitables que, eh bien, on est obligé de décaler l'épreuve du brevet des collèges parce qu'on n'est plus en capacité de recevoir des enfants dans des conditions correctes dans les établissements. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qui s'est passé l'année dernière avec les épreuves du bac. Donc, on voit que il y a quelque chose qui se met en place. On n'a jamais pensé à inertie thermique des bâtiments, on n'a jamais pensé aux sécheresses des sols. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu cette image avec la carte de vigilance. On voit pour la première fois apparaître du rouge qui va arriver justement eh bien, en 2019, le 28 juin 2019, sur 3 territoires. Et on voit des phénomènes nouveaux. On voit des vignes qui brûlent littéralement en l'espace de 3 heures. Donc, on a une nouvelle caractéristique. Et ça, ici, vous avez les restrictions d'usage de l'eau. Et on se rend compte qu'elles prennent en ampleur, en espace. Et donc, cette guerre de l'eau dont on parle tant dans les médias, eh bien, en réalité, est mise en exergue par ces interdictions que vous voyez là, qui montrent très clairement que les zones où on interdit l'irrigation agricole sont de plus en plus importantes. Et le seul moyen de réussir à lutter et à survivre, et quelque part à continuer son agriculture, qui est la seule chose qu'on connaît et qu'on applique depuis des décennies, eh bien, ce seul moyen-là pour pouvoir irriguer, c'est effectivement d'avoir une bassine, donc une retenue de substitution en surface, qui va nous permettre d'avoir les quantités d'eau suffisantes pour irriguer dans les phases où il y a le moins d'eau, donc en général entre juillet et août, et en réalité qui permettent de contourner la réglementation parce qu'on est dos au mur et qu'on a une France qui change et qui nous interdit des choses qu'on n'interdisait pas jusque-là. Donc, il faut trouver des parades.
2020, c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, on monte d'un grade. Et en 2020, on va avoir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Si on regardait sur un palmarès, on a 2020, 2018 et 2019 qui sont les 3 années les plus chaudes jamais recensées, avant que 2022 vienne déboulonner le tout. Et en fait, là encore, eh bien, on se rend compte que à nouveau, c'est pas du tout la même situation. On n'est pas sur les mêmes territoires qui sont touchés. On va voir de violents épisodes méditerranéens, là encore, dans les Cévennes et dans les Alpes-Maritimes, qui va particulièrement payer cher derrière ces anomalies de température en mer, parce qu'on va se retrouver avec, notamment sur la Tinée, la Vésubie, la Roya, on voit qu'on avait 250 mm qui étaient évalués par les modèles, 250 litres d'eau par mètre carré, et qu'au final, il est tombé bien plus que 500, voire même 600 par endroit. Et donc, quand on regarde un peu les anomalies de température, on se rend compte que là encore, eh bien, cette anomalie, elle concerne toute la France. Et regardez peut-être plus précisément, on se rend compte qu'elle concerne même plus les Hauts-de-France que, en réalité, le pourtour méditerranéen qui, lui, subit des variations moins fortes parce qu'il partait peut-être déjà de plus haut. Donc, en réalité, l'écart est moins important. Et des populations plus habituées, des terres plus habituées, et que les taux d'ensoleillement, là encore, eh ben, l'anomalie, on la retrouve plutôt dans le haut de la France, en fait, au nord. Et puis, rapidement, pour vous dire, 2021, c'est une année particulière parce que c'est une année qui va être une année où on veut sortir du confinement, on a besoin de partir en vacances, et là, on va avoir un été particulièrement maussade, particulièrement pluvieux. Je pense que tous vos territoires vont se retrouver directement soumis à ces 6 gouttes froides successives qui arrivent sur la France. Et donc, ces gouttes froides, c'est vraiment une anomalie thermique entre 4000 et 10 000 mètres d'altitude qui arrive d'Arctique et qui, en fait, va générer dessous un déplacement d'une dépression qu'on a d'ailleurs souvent du mal à connaître parfettement la trajectoire, qui est souvent d'ailleurs responsable des épisodes méditerranéens. Sauf que là, l'air, en fait, l'air qui va venir de cette dépression va pousser l'air très chaud de Méditerranée et de la mer Adriatique de l'autre côté de l'Italie. Et donc, cette masse d'air extrêmement humide, elle ne va pas avoir beaucoup de choix. Elle va devoir remonter en direction de 2 pays, en direction de la Suisse, enfin tout le long de la Suisse et en direction de l'Allemagne et de la Belgique. Et elle va être responsable, eh bien, le 14 juillet 2021 des inondations qu'ont connues ces 2 pays avec les plus de 250 victimes. Donc on voit que d'un côté, vous avez des inondations absolument dantesques, mais si on prend un peu plus de hauteur, parce qu'en France, on a l'impression que cette année était plus froide, qu'en réalité, il n'y avait plus de problème de sécheresse. Donc, si on regarde de manière très zoomée à l'échelle territoriale, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de problème, qu'en réalité, c'est même plutôt une tendance très froide qui s'annonce. Sauf que si on prend un peu plus de hauteur, on se rend compte que l'Europe a vécu l'été le plus chaud jamais enregistré. On a des feux historiques en Grèce, on atteint 48,8 degrés en Sicile. Ou bien encore, on va se retrouver avec l'Espagne qui vit sous des dômes de chaleur répétés. Donc, en gros, tout le monde se retrouve avec une situation assez étouffante, mais la France est au cœur, à l'intérieur du centre d'un cyclone, parce qu'à l'intérieur d'un cyclone, en fait, il ne se passe rien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas grand-chose. Et là, il va faire froid, maussade. Il va y avoir uniquement un peu la Meuse qui va être concernée par des inondations qui touche un peu l'Allemagne, mais en réalité, eh bien, nous n'avons pas de phénomène extrême durant cette année et on va même avoir tendance à oublier qu'on risque de vivre une sécheresse exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un peu, eh bien, un peu encore plus de hauteur en 2021, on voit qu'au-delà de chez nous, on a des stigmates qui s'annoncent un peu partout. On vit une canicule historique et sévère derrière avec les 49,7 degrés atteints à Lytton. On va avoir vraiment bien au-dessus de Seattle une ville qui est complètement réduite en cendres en l'espace de 3 heures. On a, dès le mois de mai à juin, on a des populations autochtones au nord de Vancouver qui commencent déjà à fuir à cause des feux incontrôlables au niveau du 50e parallèle. Donc, on se rend compte que, eh bien,
on voit comme ça quelque chose qui est assez nouveau, qui se déroule. On a les Dixie Fire, on a tous les feux en Californie, les sécheresses historiques, et à la fois un signal qui nous montre que la France se réchauffe. Alors, c'est dans une zone qui s'appelle la Vallée de la Mort en Californie, à Furnace Creek. Donc déjà, on imagine que c'est quand même très chaud habituellement. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on va battre le record de température mondiale jamais atteint, puisqu'on va atteindre 54,4 degrés. Donc, on bascule sur quelque chose d'encore un peu plus élevé. Et ça, c'est quelque chose de nouveau à l'échelle planétaire. Donc voilà, simplement pour dire que en parallèle, eh bien, si on parle immédiatement de stress hydrique, de sécheresse, viennent directement la question des feux. J'en ai parlé pour la Californie, mais rappelez-vous de ces feux incontrôlables qui ont eu lieu en Algérie ou encore en Sibérie, où on se retrouve avec des territoires qu'on laissait brûler et on laissait comme ça faire parce que en réalité, c'était trop complexe de pouvoir venir intervenir. Donc, on voit qu'on commence à avoir une bascule. Et donc, on peut se demander, est-ce que 2022 aurait pu être prévu? Eh bien oui, 2022 était prévisible. Sauf que là, quand vous regardez l'état des niveaux de restriction hydrologique en France, eh bien là, on comprend tout de suite que les guerres de l'eau sont en train d'arriver, que certains souhaitent conserver un modèle parce que c'est un modèle qui, derrière, leur est familier, représente en réalité tout ce qu'ils ont toujours connu. Et en parallèle de ça, eh bien, on a une ressource en eau qui se met d'un seul coup de manière drastique à diminuer, qui se met aussi à concerner, et là c'est quand même assez intéressant de voir comment la Bretagne va se retrouver avec un niveau de crise généralisé sur l'ensemble de la Bretagne. Et donc, ça met en exergue la vulnérabilité des territoires. Alors, une vulnérabilité naturelle de par l'hydrogéologie bretonne, de par voilà, le socle et cette dimension du peu de ressources profondes qui, du coup, va être mise en exergue, mais aussi sur tous les territoires, on voit que tous ne sont pas concernés de la même manière par les sécheresses. Il y a une variabilité très, très forte qui s'explique par la géologie ou par l'anthropisation, par l'urbanisation du territoire qui fait complètement varier la situation. Donc, là encore, intéressant de voir à quel point la carte de vigilance météo eh bien, prévoit du rouge qui s'étend. Et ça, c'est encore quelque chose de nouveau parce qu'on grade encore vers quelque chose qui se transforme. Et donc, elle s'étend et quand on regarde, ici, vous avez une canicule du 17 au 18 juin. Et là, vous avez la canicule, par contre, qui va atteindre du 17 au 18 juillet. Et on voit qu'à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes départements qui sont concernés, mais dans l'ensemble, eh bien, il n'y a plus aucun département qui n'est pas directement soumis à ces questions de risque d'anomalie thermique et à la fois, eh bien, directement, nécessairement, de réduction de notre rapport à la ressource en eau. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions sur cette urgence, sur comment on va pouvoir réagir, comment on va pouvoir rendre résilient le territoire, quels vont être les leviers d'optimisation. C'est vraiment des défis qu'on a devant nous qui sont colossaux. On voit que si on regarde bien à l'échelle globale de 1959 à aujourd'hui, eh bien, on a quand même ce sentiment qu'on a par contre toujours une variabilité naturelle en termes de pluie. Et c'est vrai que si on cumule toutes les pluies répétées et toutes les phases où on manque de pluie, eh bien, on ne voit pas vraiment une tendance très nette. La tendance, elle est dans les températures, elle est dans la sécheresse, elle est dans les niveaux d'ensoleillement qui augmentent, mais elle n'est pas dans la quantité de pluie. Sauf que, eh bien, là, l'événement s'arrête l'été 2021 et à partir de 2021-2022, le graphique ne nous le raconte pas ici, mais on a un nouveau phénomène qui est le fait de vivre un non-hiver, un hiver avec des températures qui ne sont pas des températures hivernales, mais surtout avec une absence de recharge des nappes pluviométriques dans les périodes où la pluie est efficace. Et donc, on le vit une première année, et pour tout hydrologue, voilà, quand on regarde ces situations, on sait, quand on connaît l'historique, qu'on ne tiendra pas l'été, que c'est très clair devant nous. Et malgré tout, eh bien, on avance, on fait des cartes, on fait des prévisions, etc.
mais on n'est pas en branlement de combat en train de se dire il faut refondre complètement nos territoires, il faut les réaménager, on est dans une urgence extrême. On a un peu tendance, comme la grenouille, à tout doucement se laisser aller dans l'eau chaude, tout doucement, parce que c'est finalement, bon, on arrive à gérer. Et peu à peu, la température continue à augmenter. Et là, on se retrouve avec un hiver qui nous présente une nouvelle absence de pluie, où on n'a pas les recharges efficaces qui auraient été nécessaires. Alors, tout n'est pas vrai sur tout le territoire, puisque le territoire a été couvert par quelques pluies ces dernières semaines qui ont traversé le pays. De nouvelles devraient arriver, de nouvelles gelées aussi. Mais ce que l'on voit en tous les cas, c'est que on est là dans une situation, au moment où on se parle, qui est un peu charnière. On est 3 mois avant l'été et on a ce phénomène d'El Niño qui devrait nous ramener quelque chose encore de différent. Si on regarde dans l'histoire de France sur les intercorrélations entre El Niño et les sécheresses, on se rend compte que 2003 et la canicule de 2003, c'est aussi une année El Niño. On sait qu'El Niño est responsable de très grandes sécheresses et donc ça nous amène nécessairement à réfléchir, à essayer d'avoir 2 coups d'avance, à essayer de se dire qu'il va falloir faire quelque chose de manière très claire et que en réalité, on n'a pas le choix maintenant d'essayer massivement tous ensemble de jouer intelligemment avec le cycle de l'eau et pas contre le cycle de l'eau. Parce que quand on regarde par contre les températures, la situation est quand même très claire. Là, vous voyez le pic de 2003 qui est lié à une année d'El Niño très très fort à l'échelle planétaire. Et puis, vous voyez les dernières températures qui nous montrent cette tendance qui s'installe en France, qui n'était absolument pas visible avant. Et donc, je voudrais vous montrer, pour que vous repartiez avec le moral tous, non, mais surtout parce que je crois qu'il faut qu'on ait ce regard lucide ensemble sur l'état de la situation et sur l'urgence à agir. Et donc, ici, je vous montre les images avec les reconstitutions de la NASA qui nous montrent justement cette variabilité climatique. Et donc, vous me voyez? Oui. Ah, super. OK. Je n'étais pas sûre, ça avait affiché. Et donc, ici, vous voyez les années 30, 40. On voit parfois des moments très chauds, notamment au niveau des îles antispolaires. Et parfois, des moments qui vont être beaucoup plus froids. Et là, on sent que ça commence à se réchauffer de manière très claire dès 2000, 2010 et 2020. Donc, voilà la situation où on en est aujourd'hui. En fait, l'Europe fait partie du bloc arctique. Donc, en réalité, la France est au cœur même de ce système qui se réchauffe, d'un système qui est en train de basculer. On voit que toute l'Europe est concernée, pas que nous. D'ailleurs, le Luxembourg a vécu la pire sécheresse qu'il avait jamais vécue depuis 150 ans. La Belgique a commencé l'été dernier avec 95% de son territoire avec des niveaux de sécheresse très, très marqués. Donc, on voit comme ça qu'il y a cette bascule que l'on observe et qui nous raconte une nouvelle histoire et qui va nous demander de pouvoir, dès que l'on reçoit de l'eau, la capter, la conserver, la laisser pénétrer dans les sols, la laisser rejoindre la nappe. Et c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Alors ça, c'est la situation actuelle. Je n'ai pas repris les dernières données, c'était il y a une semaine, pour vous montrer que la France, l'état de stress hydrique en France est assez similaire à ce que peut vivre aussi la Grande-Bretagne, ce qui est assez intéressant. Alors là, il y a eu de nouvelles pluies entre-temps, donc peut-être la situation a un petit peu varié, mais c'était intéressant de regarder ça avant de démarrer l'été. Quelques éléments qui sortent de la littérature scientifique mondiale. Premièrement, on a un phénomène très clair. Les endroits qui sont arides, en fait, deviennent plus arides. Et donc, on a un phénomène qui s'accentue. Les pluies tombent plutôt dans les endroits où il y a déjà des pluies et les zones arides s'accélèrent aussi. On a aussi quelque chose de nouveau qui est apparu il y a 2 mois qui nous montre qu'on s'est complètement trompé. C'est-à-dire qu'on a imaginé que les nappes dans les sous-sols n'avaient pas de lien direct avec les sols. On savait qu'il y avait la connexion directe avec les sources ou avec l'alimentation du réseau hydrographique superficiel. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. C'est que vous voyez que, en fait, les eaux souterraines, elles ont un rôle direct
sur le taux d'humidité des premières couches de sol. Ça signifie qu'en réalité, eh bien, si on veut un sol qui tient contre une sécheresse, il faut réinjecter de l'eau dans la nappe au maximum. Et ça, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif parce qu'il n'y a pas de modèle économique qui nous permet de conserver de l'eau dans les nappes. Partout dans le monde, on est en train de plier nos nappes phréatiques. Alors, si vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas trop, que finalement, vos nappes sont peut-être un peu basses, mais qu'on n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe partout dans le monde, eh bien, il suffit d'aller dans vos supermarchés ou derrière dans les grandes surfaces, de regarder le nombre de collections de fringues pour se rendre compte qu'avec 52 collections de fringues, par exemple chez Zara, alors qu'il y a 10 ans, on en avait 2 par an, et là, on en a 52 par an, eh bien, nécessairement se cache derrière du coton, se cache derrière donc une agriculture très consommatrice d'eau, qui n'a pas les ressources nécessaires en matière de pluviométrie pour alimenter cette eau, et donc qui va chercher dans les sous-sols. Et donc, on est en train, massivement, partout, à l'échelle planétaire, de piller l'intégralité des nappes phréatiques. Donc, l'eau, elle bouge de réservoir, elle change tout le temps, mais elle reste toujours immuable. Il reste toujours à peu près autant d'eau sur la planète Terre. Par contre, le fait de la changer de réservoir, et de l'enlever de certains réservoirs qui parfois avaient été infiltrés il y a 1 million d'années, puisqu'on va aussi pomper dans les nappes captives. Et on a toujours l'impression d'avoir découvert un nouveau trésor avec une nouvelle nappe. Et on ne se pose pas la question du fait que, comme le pétrole, eh bien, c'est à un moment donné non renouvelable. C'est-à-dire que c'est une ressource qui ne se renouvellera plus. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas intégré à l'échelle planétaire, où nous, on a très, très peu de conscience dans nos modèles économiques, dans nos modèles de croissance, du fait que eh bien, la Chine mange actuellement grâce à des rizières qui sont en train d'épuiser des nappes phréatiques qui seront totalement épuisées dans 10 ans. Alors, je vous parle de phénomènes très loin, mais quelque part, ça nous concerne tous parce que, eh bien, on est obligé aujourd'hui de se poser la question de la résilience alimentaire. On voit des frictions très fortes, très claires aujourd'hui, avec beaucoup de choses qui sont dites. On nous dit que les agriculteurs nous nourrissent. Les agriculteurs nourrissent à peu près 20% de notre assiette. Mais en réalité, les agriculteurs exportent massivement et ce sont des milliards à l'export, puisque en réalité, nous sommes le premier exportateur, enfin le 6e exportateur mondial et le premier européen. Donc, on voit à quel point, en réalité, il y a tellement d'enjeux financiers à conserver cette agriculture-là que derrière, eh bien, on n'a pas envie que ça s'arrête. Le problème, c'est que la situation hydrométéorologique mondiale est en train de nous raconter quelque chose de nouveau et est en train de nous montrer qu'en réalité, on ne pourra pas continuer dans ce sens-là et qu'il va falloir jouer intelligemment avec le cycle de l'eau et pas contre le cycle de l'eau. Donc voilà, c'est un peu tout le défi qu'on a devant nous. Je voulais déjà vous montrer un peu tout ça pour peut-être vous montrer plus simplement en images la manière dont les choses évoluent. Et peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'avoir vos questions, d'essayer d'échanger ensemble à partir de cette réflexion-là pour essayer de voir comment vous, peut-être, vous positionnez, vous réagissez, les questionnements que vous vous posez pour qu'on puisse essayer d'itérer ensemble. Merci, Emma. On prend le micro dans la salle. Merci Emma. Du coup, je ne sais pas si les premières interventions. Bonjour, merci. Hier, le plan sur l'eau, parce que était forcément un outil qui avait utilité pour l'agriculture. Alors, en fait, je vous entends trop mal. Est-ce que vous croyez que vous pourriez peut-être venir un peu plus près de moi ou excusez-moi, du coup, je vous verrai d'un peu plus près. Ce sera peut-être encore mieux. Je sais pas le. Ouais, là, c'est super. En face. Ouais, là, c'est super. Parfait. Pardon. Merci. Vous m'entendez un peu ou pas du tout? Là, c'est non. parfait. Ouais. D'accord, ok. Donc, en fait, le plan sur l'eau, là, le président a l'air d'avoir dit que les bassines étaient un outil à prendre en compte, à développer même. Et d'après ce que vous nous
vous avez dit ça semble être complètement incohérent avec le changement climatique et les évolutions. Et donc, je voulais avoir votre avis sur cette question. La même, je crois vous avoir entendu dire sur une radio publique que c'était une privatisation de l'eau, et lui a au contraire bien dit que ce n'était pas une privatisation, c'était un outil que l'on pouvait partager pour l'ensemble des acteurs d'un territoire. Alors, effectivement, et d'ailleurs, j'ai refait une télé hier où il a redit à nouveau que ce n'était pas une privatisation de l'eau, et j'ai réexpliqué qu'à partir du moment où vous prélevez une quantité de ressources, que vous la gardez pour vous et que vous la conservez uniquement pour certains, bien, ça s'appelle privatiser une partie de la ressource en eau. Il n'y a pas d'autre terme. Ce n'est pas parce que derrière, on annonce quelque chose que c'est vrai. Et alors, ce qui est très étonnant, pour tout vous dire, puisqu'on est quand même le lendemain de la lancée du plan eau, lorsqu'on a entendu le discours d'Emmanuel Macron et l'ensemble des éléments qui ont été d'annonces qui ont été faits et qui ont été repris par toutes les radios, eh bien, en réalité, on avait l'impression, pas que l'impression d'ailleurs, en fait, qu'il y avait un blanc-seing qui était donné sur la construction massive de méga-bassines. On a reconfirmé à nouveau que l'État financerait à hauteur de 70% ces méga-bassines, qu'il accompagnerait, qui demanderait quand même derrière des contreparties. Alors, quand on va sur le terrain, on se rend compte que sur certaines méga-bassines, vous avez des agriculteurs qui vous montrent et vous disent « Regardez, quand même, j'ai fait des choses. Effectivement, j'ai planté une haie. » Et donc, vous voyez 5 arbres, effectivement. Alors, on peut quand même se poser quelques questions sur la réalité. Et puis, alors, quand vous dites à des agriculteurs dans ces zones-là, vous leur dites, mais alors, très bien, mais est-ce que vous avez des obligations? Ils me disent, ah oui, 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 oui. Du coup, on doit baisser les niveaux d'intrants. Et alors, on leur dit, mais comment est-ce qu'on vérifie? Et là, on vous dit, ben ouais, on va baisser. On va baisser. Donc voilà, ça, c'est la réalité sur le terrain, toute fraîche d'hier. Hein. Derrière, c'est… donc, le problème, c'est que il est de plusieurs ordres. Vous avez d'un côté une structuration du discours politique qui nous dit que derrière, on confirme, on soutient, on va créer des bassines partout. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'au moment où nous, on a derrière toute cette réflexion qui se pose en France, l'Espagne nous dit, écoutez, nous, on a créé des bassines partout, on a arrêté, on a des territoires complètement à sec, ce n'était pas la bonne idée. Et en réalité, ce n'est pas le bon modèle à suivre. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que tous ceux qui l'ont fait avant, eux-mêmes se sont arrêtés parce qu'ils ont commencé un peu tôt et qu'en réalité, ils n'ont plus une goutte d'eau. Donc, il y a un consensus scientifique national, déjà c'est important de le répéter, national et international, sur le fait que ce n'est pas une bonne solution. Ce consensus, il est fait parce qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui existent sur des bassines. Et quand est apparue de manière un peu magique une toute petite étude sur la méga-bassine de Sainte-Soline où l'analyse a été faite par le BRGM, eh bien, tout de suite, on est venu me dire, et le BRGM, j'en ai discuté avec eux, très clairement, qu'on m'a dit, mais en fait, j'ai compris qu'ils s'étaient fait piéger parce qu'en réalité, la commande de l'étude, ce n'est pas une étude qui est lancée comme ça pour dire, tiens, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est une commande privée avec un cahier des charges. Et sur ce cahier des charges, il est précisé, merci d'étudier la période de 2001 à 2011. Donc là, quand on regarde un peu les images, on voit très bien que 2001 à 2011, ce n'est pas à ce moment-là qu'on comprend la situation, puisqu'on a effectivement des recharges hivernales. Et donc, on n'a pas de problème. Et donc, c'est une étude privée commandée par un ensemble d'irrigants locaux. Et ces irrigants ont décidé, à un moment donné, de confier au BRGM une étude en les rémunérant et derrière en leur interdisant d'intégrer le changement climatique. Alors, ça n'aurait pas été grave s'ils avaient fait ça en demandant une étude avec un sens donné, il n'y avait pas une récupération politique nationale. Le problème, c'est que la récupération politique, elle se transfuse, elle se diffuse partout. C'est même notre ministre de l'écologie, même à l'échelle du président, tout le monde vous dit, les scientifiques nous disent que c'est bon pour la biodiversité, qu'en réalité, ça fait du bien aux nappes. En réalité, ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'on déconnecte la nappe des réseaux superficiels beaucoup plus tôt. Quand on prélève toute l'eau l'hiver, on n'a plus ce temps de transfuge, en fait. Donc, on a des assecs beaucoup plus rapides. Et donc, en réalité,
on voit très bien que c'est une maladaptation, une non-adaptation, enfin un système qui est un non-sens, mais qui vient répondre aux besoins cruciaux. Et ça, par contre, on peut le comprendre à travers les images qu'on a, du fait que quand il y a une interdiction préfectorale, parce qu'on est en niveau de crise, il y a l'interdiction d'irriguer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Si vous voulez continuer à faire votre production agricole, vous n'avez pas d'autre choix que faire une bassine. Et d'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est énorme, c'est que les agro-industriels qui se cachent derrière, qu'on ne voit pas en premier plan là et qu'on n'entend pas, eh bien, c'est eux qui imposent aux agriculteurs la construction du bassin si on veut racheter leur production. Donc, en réalité, c'est un énorme maillage, un maillage financier parce qu'il se cache en réalité des milliards derrière, des milliards qui partent à l'export parce que cette nourriture-là qui derrière est alimentée par les bassines, ce n'est pas la nourriture qui nous nourrit, c'est vraiment une nourriture qui part à l'export. Et donc, en fait, on vient mêler sur le plan émotionnel à coup de lobbying, et donc de lobbying partout, diffusé, partout où je vais. J'ai fait des ateliers de gouvernance avec des experts de l'eau, j'ai été partout, à chaque fois, on a le même constat, c'est qu'en réalité, eh bien, on a un système qui est complètement maillé par un lobby important, qui n'a même pas besoin d'être cité là, mais qui, derrière, a du poids partout et qui dit toujours les mêmes choses. Et à force de dire, eh bien, on les écoute. Et quelque part, ils nous disent qu'il faut récupérer toute l'eau avant qu'elle parte en mer. Ils nous expliquent aussi que bien, les bassines, c'est bon pour la biodiversité. D'ailleurs, on l'a entendu par une géographe dernièrement qui disait « Mais c'est bon pour les petits oiseaux, ça fait du bien, les oiseaux chantent, ils ont de l'eau, regardez derrière, tout va bien. » Donc, en fait, le fait d'inculquer comme ça et de diffuser de manière généralisée ces formes de vérité, eh bien, l'opinion publique se retrouve complètement perdue, elle ne sait pas vraiment comment prendre la situation. Et donc, on voit d'un côté un président qui prend la parole pour rassurer les agriculteurs et les lobbies gigantesques qui se cachent derrière. Et en réalité, quand on regarde le plan dans le détail, eh bien, il n'a rien à voir. Premièrement, il ne parle pas de bassines, du tout. Deuxièmement, il parle du fait de restaurer les nappes, de restaurer les zones de captage, de limiter les intrants, de limiter les produits phytosanitaires. En fait, quand on regarde le détail du plan, en soi, il est parfait. Il est parfait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Peut-être qu'on pourrait faire plus, mais déjà, si au moins on fait tout ce qui est écrit dans les 56 décisions du plan, déjà, on sera vraiment super bien. Donc, par exemple, dans les zones de captage, limitation des agriculteurs qui mettent des intrants agricoles, on ne met que du bio. Donc, on protège les aires de captage. Enfin, vous pourrez le lire tous, mais c'est assez impressionnant à quel point le plan est bien fait. Mais le plan, il est arrivé que le soir, en fait. Dans la journée, on n'a eu que le discours. Et le discours était un discours très minuté avec le ministre de l'écologie et le président. Et en parallèle, vous avez eu un discours du ministre de l'Agriculture qui a lui-même rebondi sur le plan haut en rassurant les agriculteurs, en disant « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème, on ne vous limitera pas. » Et derrière, on ne parle absolument pas de la question des pesticides. Alors que dans le plan haut, eh bien, derrière, les injonctions sont très claires. On s'en prend aux industriels, aux agriculteurs, à tous les échelons des utilisateurs de l'eau, et avec une réparation des fuites, avec beaucoup d'usage, alors que dans le grand public, on avait l'impression qu'on allait tous boire de la réutilisation d'eau usée. Donc, on voit que comme ça, il y a deux réalités. Alors, quelque part, au moins, ça me réconforte un peu de voir que le plan est quand même un plan assez intéressant et va plutôt dans le bon sens et dans le bon modèle. Par contre, le plan de com, lui, il raconte à tous les Français, ne vous inquiétez pas, n'écoutez pas ceux qui parlent. Derrière, je vous ai entendu et je vais construire des méga bassines partout parce que ce que je veux avant tout, c'est vous nourrir. Voilà. Donc, voilà, vous avez ma position, je crois, très claire et très ferme sur la situation des bassines ou retenues de substitution. Ah oui, bon. Bon, du coup, le plan, vous pensez qu'il va être mis en place ou c'est le discours qui va être suivi des faits?
Alors, écoutez, normalement, je pense que c'est plutôt le plan qui sera mis en place. Je pense qu'on a voulu, alors sans doute réconforter et valider certains modèles qui existent aussi, euh, pour aussi dire quelque part, on ne lâche pas l'affaire derrière, on reste sur notre posture. Mais vraiment, je vous invite à lire vraiment le plan. Il est assez incroyable. C'est vraiment, on recoupe tous les besoins essentiels. Alors, moi, j'ai parfois des fois l'impression de parler dans le désert et de dire protéger les milieux naturels, protéger les nappes. Mais regardez, on a 380 espèces de pesticides en France, différentes dans toutes nos nappes et dans toutes nos rivières. Derrière, on a des produits phytosanitaires. On est tout le temps en train de lutter sur la qualité. Regardez les risques d'eutrophisation qu'on a. Regardez derrière ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est très peu quand même derrière, à un moment donné, de dire l'eau, elle appartient avant tout au milieu naturel, elle appartient aux vivants. Laisser les rivières tranquilles, arrêter de voir les rivières comme une énorme, de faire une OPA comme ça, avec une vision de croissance, production, extraction. Derrière, ça suffit, je crois qu'on a atteint les limites. Et pour la première fois, ça m'a fait sourire, mais voir dans le plan écrit noir sur blanc, il va falloir absolument protéger les sols, protéger les nappes, réintégrer de l'eau dans les nappes, permettre derrière plus… voilà, quelque part, ce que je vous dis, c'est très récent parce que je l'ai lu vraiment hier soir, le plan. Et je trouve que, eh bien, derrière, j'espère en tous les cas que ça ira dans le bon sens, mais si le plan est appliqué avec des délais, derrière, on ira sur la bonne trajectoire. Par contre, s'ils ne font pas ce qu'ils ont dit, alors qu'ils ont donné des délais, là, par contre, on pourra derrière venir demander des comptes, je pense. Voilà. C'est un peu une question élargie, enfin, je sais pas si c'est une question moins grande. C'est une observation sur le territoire sur lequel je suis, donc en Bretagne, on observe un déclin des élevage herbivores, des animaux qui mangent de l'herbe, notamment pas des animaux qui sont péonistes. Et du coup, je me posais la question, c'est une crainte de voir justement ce déclin-là qui risque de continuer dans les années à venir de l'élevage herbivore. Et potentiellement, du coup, de tous les bords de rivières qui sont enherbés et qui sont valorisés par des herbivores, voilà, le risque de dégradation encore plus fort de l'eau. Enfin, c'est comme ça que je le vois et je ne sais pas comment vous le percevez de votre côté vis-à-vis de la place des animaux herbivores sur site qui valorisent ces… Enfin, voilà, le risque soit retourné et mis en alors… avec l'utilisation de pesticides. Et ouais, ça me fait un peu peur. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la vache qui mange de l'herbe, déjà. Au contraire, toutes, elles devraient manger de l'herbe. Le problème, c'est qu'on a 70% aujourd'hui de notre agriculture qui, derrière, alimente du bétail. Donc, 70% dans l'OCDE, donc dans toute l'Europe, de nos terres agricoles, est faite pour alimenter du bétail. Et donc, je crois qu'on doit quand même se poser des questions sur notre consommation de viande parce qu'on arrive un peu aux limites du système où, avec l'augmentation démographique mondiale, avec le fait que les Chinois se mettent à aimer la viande, ils ont augmenté de 20% leur consommation de viande l'année dernière, eh bien, on se rend compte qu'on arrive aux limites du fait d'avoir assez de terres arables pour pouvoir nourrir la planète. Donc, je crois qu'on doit manger peut-être moins, manger mieux, manger différemment, permettre justement ces élevages derrière avec les bienfaits qu'ils permettent sur les terres. Et par contre, les vraies problématiques majeures, ce ne sont pas celles-là en général, ce sont plutôt des problématiques systémiques. Aujourd'hui, c'est quand même la première cause de déforestation massive que l'on a. Eh bien, c'est tout de même le fait que quand vous allez… alors là, ça c'est un peu limité, heureusement d'ailleurs, mais en réalité, rien que je prends le mois de septembre 2022, juste à la fin de l'été dernier, on avait sur la première semaine de septembre 12 000 départs de feu en Amazonie, uniquement pour en fait venir déforester massivement, pour créer des ranchs avec du bétail massif, avec du soja qui vient alimenter nos poulets. Nous, on ne mange pas trop le bétail de Brésil, c'est plutôt les Russes ou l'Europe de l'Est. Mais en tous les cas, je crois qu'il faut se poser des questions et se poser des questions aussi au-delà de nos frontières. Et je pense qu'il faut qu'on puisse conserver, moi j'essaye de le dire tout le temps, ce n'est pas parce que moi je suis végétarienne et c'est mon choix qui m'appartient,
je considère juste que la manière dont on fabrique de la viande aujourd'hui ne correspond plus à mes standards et mes normes, moi, mais derrière, à l'échelle individuelle, on a tous voilà, sa vision des choses. Et en réalité, je crois juste qu'on ne peut plus permettre de faire perdurer un système aussi dévastateur, que ce soit sur le plan des émissions de gaz à effet de serre ou que ce soit sur la consommation des terres que l'on utilise. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que ces terres, il va falloir choisir à quoi on les utilise. Est-ce qu'on les utilise pour fabriquer des champs de coton et pour fabriquer nos vêtements? Est-ce qu'on utilise ces terres pour faire de la betterave ou derrière pour faire du bio-gasoil, du bioéthanol, parce qu'on aura besoin de mobilité et que tout le monde ne pourra pas basculer sur l'électrique d'ici 2035? Ou bien est-ce que ces terres, on les utilise pour nourrir du bétail ou pour nous nourrir nous? Vous voyez, je pense qu'il y a une différence entre la vache qui se balade au bord de sa rivière et le fait qu'aujourd'hui, si vous prenez la masse volumique à l'échelle planétaire de tous les vertébrés, il y a 10 000 ans, 97% c'était des animaux sauvages. Aujourd'hui, les animaux sauvages, c'est 2%. On les a dans des safaris et dans des réserves naturelles. Et 85% de la masse derrière volumique de tous les vertébrés mondiaux, c'est du bétail. Donc, il faut le nourrir, ce bétail. Nous, c'est 13%, donc toute l'humanité. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a quand même une bascule qui est nécessaire. Et vous voyez qu'il ne faut pas confronter tous les modèles. Et derrière, qu'à l'échelle granulométrique beaucoup plus fine, en réalité, eh bien, il y a un tas de contextes où derrière, ce n'est pas un problème, en fait. Voilà. J'ai une question qui va dans la continuité par rapport à l'élevage. C'est le phénomène qu'on observe beaucoup chez nous, dont on ne parle pas beaucoup à la télé. Le phénomène de méthanisation agricole avec des fermes qui se regroupent, des retournements de prairies, donc la libération de carbone, pour remplacer ça par du maïs, qui nécessite 2 fois plus de surface pour avoir autant de quantité, puisqu'en 2022, on a bien vu, en tout cas sur notre secteur, la côte du côté de Saint-Malo, que les rendements étaient quasi 2 fois inférieurs aux autres années pour le maïs. Et des bêtes aujourd'hui qu'on ne peut plus alimenter avec notre maïs grain, puisqu'on remplace ce maïs grain par du maïs ensilage. Et donc, on importe en fait sur le territoire de la nourriture pour nourrir nos bêtes, qu'on fait partie des prairies, pour les mettre entre 10 et 12 mois dans des stabulations, donc on va agrandir, donc on bétonise encore. Et toute la question aussi des pesticides pour faire ce maïs encore plus. Le S-métolachlore qui dépasse, qu'on n'arrive pas à traiter, en fait, parfois, certaines années. Et aussi la question du digestat avec cet azote plutôt labile qu'on pourrait retrouver plus rapidement sur nos côtes qui ont déjà des problèmes alvéolaires. J'aimerais connaître votre avis sur cette question. Eh ben, je me trouve bien plus experte que moi sur la question. Donc, je trouve qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir votre retour. Moi j'essaye de peut-être impulser une vision nationale, de m'intéresser à chaque fois à des sujets locaux et d'essayer de comprendre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez mon mail et si vous voyez des choses sur des territoires, si vous avez besoin que ces éléments remontent aussi, c'est pour moi extrêmement important d'avoir des yeux sur le territoire pour essayer de faire remonter ces sujets, parce qu'on voit qu'à un moment donné, quand on le met dans l'espace public et dans l'espace médiatique, mine de rien, ça attire des haters, vous avez des trolls agris qui apparaissent un peu violemment, mais ça attire aussi le fait que ça fait bouger les choses et qu'au final, on se retrouve quand même avec des mouvements, des choses qui ne peuvent plus se dire, des choses qui ne peuvent plus se faire. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'avis sur cette situation parce que c'est une vision trop macro et ce serait compliqué pour moi de vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est mal. Je pense que par contre, ce que vous avez fait là, et ce qui est vraiment pour moi super enrichissant, c'est cette vision macro, c'est-à-dire cette vision systémique où on analyse les échanges et les interactions en chaîne. Et au final, la manière dont on laisse le milieu. Et je crois que c'est vraiment le plus gros enjeu qu'on a devant nous, c'est est-ce qu'on va être capable, à un moment donné, de retrouver le pouvoir sur nos terres, de retrouver un pouvoir sur le fait de diminuer les intrants agricoles, de diminuer les pesticides. On les retrouve dans nos rivières, on les retrouve dans nos nappes. On est incapable d'atteindre un bon état écologique de nos cours d'eau.
mais on les retrouve aussi en mer. Et là, une étude récente a mis en évidence le fait que 4000 aires en plein océan, dans les 5 océans mondiaux, eh bien, vous avez des aires comme ça, 400, qui se retrouvent en anoxie et qui sont complètement dépourvues d'oxygène. Ce sont des zones mortes. Et donc, quand on a regardé plus en détail, on s'en rend compte souvent quand vous avez plein derrière de poissons, le ventre à l'air sur les bords de plage, de manière massive d'un coup. Et donc, des analyses ont pu être faites et corrélées avec les images satellitaires. Et bon, 400 zones mortes qui sont liées directement aux intrants agricoles en pleine mer, il faut se poser des questions parce qu'en réalité, je crois vraiment que cette agrochimie mondiale a envahi tous les milieux et qu'il faudrait, si elle est nécessaire pour alimenter un rendement de manière parcellaire sans atteindre du milieu, c'est une chose. Mais lorsqu'on atteint des milieux à ce niveau-là, à cette ampleur, avec ce sentiment un peu immuable qu'il faut toujours continuer à faire plus, à fabriquer plus, et quand on voit derrière la question du gaspillage alimentaire, parce qu'on fabrique et on jette beaucoup, eh bien, je crois que derrière, c'est un choix de civilisation, de société, où il faut qu'on réfléchisse tous ensemble au monde qu'on a envie d'avoir tous ensemble demain. Je crois que c'est vraiment le plus grand défi qu'on a devant nous et il faut qu'on essaye de réfléchir conjointement et chacun à votre échelle, sur votre territoire, vous pouvez avoir vous-même votre action. Moi, j'essaye à mon niveau de faire passer des messages, mais je crois qu'il faut redonner cette place au territoire, aux rivières, aux milieux vivants, à la biodiversité, qu'on a complètement oublié dans un monde où la seule... En fin de compte, c'est les tableurs Excel qui fonctionnent, quoi. Et donc, du coup, je crois qu'on doit remettre en place beaucoup plus de cohérence et expliquer et permettre de comprendre ce qui se cache derrière toutes les productions que l'on a actuellement. Si c'est nécessaire, qu'on en a besoin, que ça répond à quelque chose d'essentiel, oui. Et si derrière, en plus, c'est vertueux, mais derrière, si ça répond plus à rien, derrière, on ne peut plus. En fait, on arrive à la limite, je crois. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la pluviométrie. On a parfois les pôles irrigants. Il nous semble comme théorie que 50 à 70% des pluies viennent de l'eau entre guillemets terrestre. Donc, l'évaporation, voilà. Donc, je voulais savoir un peu votre avis là-dessus. C'est vrai, mais c'est vrai au niveau uniquement international. Ce sont des chiffres internationaux. Donc, on a à peu près 34% des pluies qui viennent des océans et 66% qui viennent des continents. Mais ça, c'est à l'échelle planétaire. À l'échelle de la France, ça n'a rien à voir. Parce qu'à l'échelle de la France, on a la Manche, la mer du Nord, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée. Donc, en réalité, on a beaucoup plus d'entrées maritimes. Et d'ailleurs, on voit très bien que le fait d'avoir des situations anticycloniques, on perd notre eau. On n'a plus cet effet de continentalité. Et en réalité, il ne faut pas regarder ça comme il y a moins d'eau qui rentre, regardez. Non, il y a une humidité très forte et très importante qui pénètre et qui est le garant de l'humidité ensuite qui va se renouveler partout. Donc, on a besoin de zones humides, on a besoin de tourbières, on a besoin de systèmes qui permettent au cycle de l'eau de pouvoir pénétrer dans les terres. Mais pour autant, derrière, ces chiffres-là ne sont pas déjà valables pour la France. Et en réalité, il faut comprendre que derrière, c'est tout qui est à préserver. Je ne sais pas dans quel sens ils arrivent à cette conclusion et pour quel objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dire derrière? C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais je me demandais, est-ce qu'on veut faire croire que ce n'est pas l'océan Atlantique qui nous nourrit? Est-ce qu'on veut faire croire que la pluie viendrait plus de la terre? Enfin, j'ai du mal à comprendre. Vous avez plus creusé la question, peut-être? Du coup, on se demandait si c'est parce que c'est en lien avec les bassines et puis aussi, nous, on a tout ce qui est souci aussi de retenue sur les cours d'eau, où il faut retenir l'eau sur la terre, parce que sinon, quand elle part à l'océan, elle ne revient plus jamais. Ah, c'est dans ce sens-là. Ok, je ne l'avais pas compris. Bah, c'est super parce que vous avez répondu à une question que je me posais. Parce que justement, un jour, j'ai donné les chiffres mondiaux comme ça. Et moi, ça me semblait intéressant qu'on comprenne à quel point il y a un recyclage continental parce qu'il va falloir laisser des zones humides, il va falloir laisser des mares, etc.
je ne comprenais pas pourquoi il y avait cet antagonisme. OK, donc effectivement, donc en fait, c'est censé justifier la création de bassines ou la création de retenues collinaires, c'est ça? Donc, en fait, ça n'a rien à voir. On ne peut pas utiliser ce chiffre pour derrière considérer qu'on a trop peu de pluie qui viennent et qu'une fois qu'elle est partie, elle ne reviendra plus. En réalité, on parle d'un chiffre mondial et on parle d'entrées maritimes dont on a besoin. Et on a besoin ensuite que cette eau douce reparte dans la mer pour recréer ce mélange et ne pas sursaliniser des eaux qui sont déjà en train de s'acidifier et qui sont en train déjà de subir des canicules marines. Donc effectivement, je comprends mieux le sens un peu détourné de la question, mais non, effectivement, vous pouvez peut-être juste préciser à ce moment-là qu'il s'agit de chiffres mondiaux, absolument pas locaux, et que ça ne remet en question en rien le fait que c'est avant tout, et d'ailleurs on le voit en ce moment, hein, c'est parce qu'on n'a pas assez de dépression et pas assez de situations qui viennent de la mer qu'on est en train de nous assécher massivement. Donc au contraire, c'est essentiel effectivement de faire venir cette pluie, mais quand elle vient plus, elle pose problème, et à ce moment-là, eh bien, il faut essayer d'utiliser l'eau là où elle tombe. Moi, je pense que c'est intéressant de faire quand même des retenues intelligentes à partir d'eau de pluie, donc de récupérer les eaux de ruissellement, d'irrigation de surface pour avoir des formes de réserve stratégiques pour alimenter à nouveau en eau parce qu'on recrée de l'humidité et quelque part on rafraîchit aussi tout en maintenant derrière des zones de couvert. Bien sûr, il faut jouer avec la question de l'agroforesterie, il faut jouer avec toutes ces solutions-là, mais on est vraiment sur un accompagnement du territoire où on peut jouer avec la pluie, la récupérer dans les villes, la récupérer en partie pour la laisser s'infiltrer plus tard dans le temps quand on en aura besoin. Je pense par exemple aux maisons, aux zones de retrait gonflement d'argile. Aujourd'hui, si vous arrosez tout autour de chez vous régulièrement parce que vous avez des réserves d'eau de pluie de votre gouttière et que vous arrosez votre maison, eh bien derrière, vous allez limiter complètement le risque de dommages, de dégâts, de retrait gonflement d'argile. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant à mettre en œuvre. Et pareil pour le fait de récupérer cette eau dans les villes pour alimenter durant la phase estivale tous les arbres qu'on plante, mais qui s'assèchent et qui meurent si on ne les alimente pas et s'il y a une interdiction. Donc, de la même manière, je trouverais intéressant de pouvoir capter de l'eau en surface, mettre des fonds argileux, trouver des systèmes qui permettent des zones semi-poreuses et qui permettent en même temps d'alimenter en eau des surfaces agricoles de manière intelligente, localement, pour retenir un peu plus d'eau, mais pas en fait en vidant le niveau de la nappe phréatique qui empêche du coup d'avoir un taux d'humidité dans le sol et qui crée des assecs beaucoup plus rapidement, en fait. Vous voyez? Alors, par contre, attention aux retenues collinaires qui, derrière, poussent comme des champignons parce qu'il y en a 150 000 en France déjà, donc ce n'est pas comme si on en crée une de temps en temps. Et en réalité, eh bien, vous avez en plus comment dire, le fait de vous retrouver, on voit très bien sur le bassin de la Garonne, on a plein de retenues collinaires et à la fin, vous avez un fleuve qui est quasiment vide. Donc, il faut réussir à créer une sorte de légiférer quelque part sur les volumes derrière que l'on conserve et ceux qu'on laisse partir. Mais c'est tout un équilibre qu'il faut créer. Il faut qu'on ait un observatoire qui permette de voir ça. Alors là, je crois que dans le plan, il est prévu d'ailleurs des observatoires, mais ça fait partie de défis qui sont assez intéressants. Voilà. D'autres questions? Et justement, peut-être avec votre recul, vos différents retours d'expérience que vous avez pu avoir autour de vous, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner d'actions qu'on pourrait mettre en œuvre sur nos territoires au sein de nos collectivités qui aillent dans le bon sens pour la ressource en eau? Enfin, on en a plein en tête, on a plein d'idées, mais est-ce qu'il y a des priorisations à faire de choses qui sont réalisables par nos collectivités? Alors là, vous parlez à l'échelle de collectivité ou à l'échelle de bassin? À quelle échelle exactement? Vous avez des zones urbanisées aussi que vous intégrez ou juste les rivières? C'est une très bonne question. Ça dépend. Soit bassin, soit
soit comme pomme, soit comme élu. Mais on peut effectivement réfléchir à l'échelle du bassin. En gros, il y a les villes et les champs. Donc, on va dire que dans les villes, il faut absolument qu'on désimperméabilise partout massivement tout de suite. Il faut qu'on aide à la désimperméabilisation, qu'on finance la désimperméabilisation, qu'on enlève les pavés sur les terrasses, qu'on laisse l'eau se réinfiltrer le plus possible dans les entrées de garage, dans les parkings, que l'on force notamment, par exemple, lorsqu'on refait les chaussées, qu'on ait des chaussées derrière avec du béton poreux, avec des solutions qui permettent à l'eau de pénétrer dans les sols. Et ça, c'est vraiment, on va gagner énormément en qualité. On va gagner notamment parce que l'eau qui va s'infiltrer, elle arrivera par la nappe dans les rivières. Et donc, elle n'arrivera pas par des eaux de surface parce que quand vous avez une grosse pluie, les eaux pluviales, en général, elles sont vite chassées. Quand elles arrivent directement dans le cours d'eau, derrière, on a des conséquences directes. Et puis, quand j'ai essayé d'imiter le poisson qui se retrouve avec le ventre en l'air, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais en gros, voilà, je pense que derrière, les choses sont claires. Si on a un réseau d'égouts, là, effectivement, ça va être de l'eau qui va être retraitée, repassée en step, etc. Je crois que si on utilise intelligemment cette pluie, qu'on la laisse tomber, qu'on la récupère, pour la réutiliser ensuite pour derrière de la végétation, des plantes, des arbres, donc avec beaucoup de récupérateurs d'eau de pluie, là, il y a vraiment une solution qui est assez vertueuse pour nos villes et toutes les zones périurbaines. Et puis ensuite, dans les champs, effectivement, il va falloir travailler sur le fait d'avoir des matériaux agricoles moins compacts pour les sols, laisser les sols plus aérés, travailler sur les limitations d'intrants agricoles, faire comprendre aux agriculteurs qu'on perd nos sols. D'ici 100 ans, on n'aura plus de sol avec l'érosion qu'on a actuellement. Ces sols, ils ont mis quelques dizaines à centaines de milliers d'années pour se construire durant l'ère quaternaire. Enfin, à un moment donné, il va falloir comprendre qu'il faut les préserver parce qu'on en a besoin. Et si on les perd, on ne les retrouvera pas de sitôt. Et donc, voilà, faire comprendre ça, faire comprendre que de l'eau qui pénètre dans les sols, c'est toujours mieux. Moi, j'ai discuté avec des agriculteurs dans les Hauts-de-France qui utilisent massivement du glyphosate, mais qui pour autant ont créé des bourrelets et font du non-labour. C'est les seuls qui n'ont pas été soumis à des sécheresses extrêmes, alors que tout autour, tout le monde vivait des sécheresses anormales. Donc voilà, tout ne peut pas être parfait, mais au moins on peut quand même avancer dans un bon sens. Et laisser l'eau pénétrer, c'est quand même un bon sens. Donc, jouer avec les pentes, jouer avec les axes de drainage, remettre de la vie dans les sols, remettre du microbiote, derrière des espèces fongiques, des espèces microbiennes, réaccompagner la fertilisation de ces sols. Je crois que c'est vraiment l'avenir pour le cycle de l'eau, pour qu'on retrouve ce cycle de l'eau, qu'on ait des mares. Derrière, peut-être demain, nos piscines pourront devenir des piscines naturelles où on aura des plantes filtrantes et où ce seront aussi des réserves pour la biodiversité. En tous les cas, c'est des réflexions qu'on doit aujourd'hui mener et essayer d'innover, essayer de créer des nouveaux modèles de territoire et de société. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ça va être juste un peu la suite par rapport à ce qu'on avait vu. On avait échangé ensemble lors de la présentation sereine du bureau de la TLBB et vous aviez parlé d'un projet sur un bassin versant. Il me semble que c'était en Australie où ils avaient restauré un bon secteur. Et voilà, si vous avez quelques éléments à nous apporter par rapport à ce qui s'est fait sur ce bassin versant. Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, c'était un postdoc français qui avait travaillé dessus. Donc, moi, j'avais vu sa restitution de cette étude qui était assez intéressante, qui montrait qu'ils ont créé des noues, des haies, des zones enherbées et ils ont désimperméabilisé l'intégralité d'un sous-bassin. En l'espace d'un an, on a gagné 90% de la qualité du cours d'eau. Et donc, on s'est rendu compte que l'eau, effectivement, arrivait plus fraîche. Elle passait sous terre, elle remontait par la rivière et on avait complètement freiné les eaux de ruissellement. Et je crois que c'est vraiment un peu le modèle type du bon modèle auquel devraient ressembler nos villes. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la vulnérabilité qu'on a à un changement climatique global. Il y a ce que nous générons avec la manière dont nous avons transformé nos territoires qui accélère les problèmes de sécheresse. En 1976, il y a une étude qui a montré que c'est parce qu'il y a eu la sécheresse que ça a engendré des vagues de chaleur et que c'est la sécheresse qui était responsable des vagues de chaleur.
Donc, en fait, il y a une interaction entre notre responsabilité sur la manière dont on aménage nos territoires et ce que l'on a comme conséquence sur l'accélération du risque de vagues de chaleur. Et puis, en parallèle, vous avez le fait derrière que de nouvelles vagues de chaleur arrivent parce qu'on a un climat plus chaud, parce qu'on a des émissions de gaz à effet de serre planétaires qui font qu'en plus, on subit un réchauffement planétaire. Donc, en fait, on est un peu pris en sandwich entre les deux systèmes, mais la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est de rendre nos territoires et nos bassins moins vulnérables. Et c'est tout l'enjeu qu'on a. Et donc, travailler un peu comme un corps humain, quand un corps humain est en bonne santé, il a des bonnes constantes, eh bien, derrière, il peut prendre un virus, il peut prendre une bactérie, il peut en général quand même résister, alors qu'un terrain fragile, eh bien, va tout de suite être beaucoup plus atteint. C'est la même chose à l'échelle de nos territoires. Si on a des territoires qui ont trop d'intrants agricoles, trop de phases d'eutrophisation, trop de chutes d'espèces, parce qu'on a quand même perdu 70 à 80% de nos insectes en France ces dernières années. Donc, moi, ça me fait rire quand j'entends derrière, mais regardez, les bassines, c'est bon pour les petits oiseaux qui chantent. Derrière, c'est plus possible d'entendre ça en France à l'heure de ChatGPT 4 plus D8. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. On est sur des intelligences artificielles qui arrivent de partout et à la fois, il y a des non-sens et des incohérences qui derrière nous sont racontées. Et donc, je crois qu'on doit venir, le plus grand défi qu'on a devant nous, c'est peut-être de restaurer des vérités territoriales qui sont là et de faire comprendre à ceux qui polluent, derrière, ils sont responsables et qu'on ne les accable pas, mais qu'on doit avancer ensemble maintenant pour essayer de construire un autre modèle de territoire, parce que ce qu'ils ont pu faire pendant des années, ce ne sera plus possible demain. Voilà. Du coup, ça rejoignait un petit peu ce que vous disiez à la fin, là, mais en fait, je regardais deux dispositions du plan eau. Une qui parle de remettre des fonds d'investissement pour la préservation des zones humides, et la suivante, un fonds d'investissement pour l'hydraulique agricole. Donc voilà, en fait, moi, je voudrais apporter la réflexion justement un peu sur cette vision de territoire où on a beaucoup artificialisé les terres agricoles. Et donc, du coup, on va avoir une vision un peu bipolaire où il y a des zones qu'on va essayer de représerver ou de renaturer, et dans l'autre sens, dans l'autre côté, il y a des zones qui vont rester drainées, et ces zones drainées, on va planter du maïs par-dessus, et on va l'irriguer en plus. Donc voilà, est-ce que c'est assez ambitieux? Est-ce qu'on ne parle pas aussi d'un plan agriculture qui devrait être développé à l'échelle de la France ou à l'échelle européenne, des choses un peu plus globales? Alors là, si seulement on pouvait. La montagne est beaucoup plus grande et il va falloir faire de la grimpe beaucoup, de manière un peu plus complexe, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a une blague hein, quand vous allez dans tous les territoires. Derrière, à chaque fois que vous avez un représentant de la Chambre d'agriculture, dites c'est la FNSEA ou la Chambre d'agriculture? Parce qu'en réalité, on ne sait plus qui est quoi. Donc, ça, c'est une réalité. D'ailleurs, mais tout le monde le dit. Hein. J'en ai même parlé aux plus hautes strates de pouvoir en leur faisant la blague moi-même, en leur disant, mais le ministère de l'Agriculture, c'est finalement derrière la représentation de la FNSEA. Et en fait, tout le monde le sait. Tout le monde est d'accord. Il y a un consensus global. Il y a eu des assises de l'eau en France très fortes, avec des réflexions, des planifications sur ce qu'on devrait faire, comment on devrait protéger nos territoires. Et puis, juste après, on a eu c'était pas le Grenelle, c'était, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, quand, vous savez, on a eu une réflexion sur l'adaptation climatique. Et donc, à ce moment-là, le ministre est sorti de là en disant « Ah, on a trouvé la solution, on a compris ». On a réfléchi ensemble. Ils n'ont pas invité le ministère de l'écologie quand même, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer des centaines de bassines à partir de ce moment-là. Donc, effectivement, tant qu'on aura alors, je ne sais pas trop qui il y a dans la salle, ce que je peux raconter ou pas. mais en vrai, c'est différent, je ressens, mais là, je ne sais pas trop. Mais bon, je raconte quand même parce que j'assume complètement ce que je dis. Et en fait, je crois que voilà, faut qu'on dépasse ça et on le dépassera qu'en réinstaurant de la vérité, là où moi, je connais des gens personnellement qui ont travaillé dans des boîtes de com pour la FNSEA, qui ont travaillé sur des lobbies, sur des nudges. Ils savent très bien comment prendre le cerveau des Français et leur parler. Hein, c'est très simple. Vous parlez aux Français, il faut leur faire peur.
derrière, ils sautent tous et ils achètent tous du papier toilette en urgence, d'accord? Mais en plus de ça, eh bien, si vous leur faites bien peur et que vous leur dites, vous vous rendez compte que vous risqueriez d'attaquer celui qui vous donne à manger? Et donc là, ça y est, tout le monde dit, ah maintenant, c'est toi qui me donnes à manger, j'ai besoin de manger, donc derrière, je t'écoute. Et j'accepte le modèle. Et puis derrière, c'est très compliqué d'expliquer que ce qui nous donne à manger, eh bien, c'est nos supermarchés. Et ce qui nous donne à manger, principalement, c'est des produits d'importation et des produits transformés. Et qu'en réalité, il n'y a aucune logique. C'est comme, je vous donne un autre exemple, moi, qui m'a sidérée. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, mais donc nos forêts sont quand même dans un état assez dramatique ces dernières décennies, enfin ces dernières années avec les canicules qu'elles ont vécues. On a quand même eu une reforestation assez importante en France. Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cette reforestation qui est liée à de la monoculture massive de certaines espèces qui ont été plantées, notamment le pin Douglas, par exemple, qui ont été plantées après les années 60. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui mettent en évidence que là encore, même dans les forêts, on utilise jusqu'à 60 espèces de pesticides différentes. Donc, il faut quand même se poser des questions. Ce n'est pas juste on replante des arbres et puis tout va bien, c'est magique. Non, c'est qu'à un moment donné, on plante derrière ce qui nous permet d'avoir de la sylviculture et ce qui nous permet de faire de la culture intensive d'arbres. Et le problème, c'est que comme on a un système qui s'est effondré en France de scierie, on n'a plus assez de ces métiers-là. Eh bien, quasiment tous les arbres que vous avez en France qui sont exploités et coupés sont envoyés en Chine pour être transformés et reviennent sous la forme de produits transformés. Et donc, quand vous vous dites qu'on est à l'heure de 2023, qu'on voit ce qui se passe et qu'on est encore face à ces aberrations-là, eh bien, je me dis qu'il faut avoir beaucoup de courage à dépasser tous ces lobbies et réussir à essayer de dire non, c'est plus le modèle dont on a envie pour nous, pour nos enfants, pour ce qu'on est. Et donc, on doit aujourd'hui instaurer un nouveau modèle parce qu'on n'a pas le choix. Et que même eux, ils finiront. Et puis, à la fois, je me dis, vous voyez, même s'ils construisent des piscines partout, des piscines, des bassines, c'est pareil, des grandes piscines. Mais même si on construit ça partout, eh bien, en réalité, de toutes les façons, le système, il s'arrêtera tout seul parce qu'elles ne se rempliront plus, parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans les nappes. Donc, en fait, c'est des systèmes qui vont derrière partir sur des systèmes d'erreur, mais qui finiront par s'éteindre par eux-mêmes. Tout comme derrière, quand on plante de la monoculture, c'est celle qui flamme le plus rapidement possible. Donc c'est elle qui prend le plus cher pendant les phases d'incendie. Donc, c'est des systèmes qui s'autodétruisent. Mais par contre, ça prend quand même du temps et on perd beaucoup de temps, d'énergie et de pensée. Donc, voilà. Bon, merci en tous les cas pour votre écoute. Et puis, écoutez, j'espère quand même qu'on fera de belles choses et que vous, sur vos territoires, je suis sûre que vous pourrez mettre en œuvre plein de belles actions. Voilà. Merci. Une dernière question. Moi, j'aurais éventuellement quelque chose. Une dernière question. Je ne sais pas, niveau Tamil, si on attend pour une dernière question. Je vais juste rebondir par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que, est-ce que vous avez peut-être une phrase qui pourrait marquer ou qui pourrait faire avancer les choses? En fait, on se rend compte que même nous, on est tous convaincus, je pense, ici, des bien-fondés de ce que vous nous dites, mais on aimerait bien arriver à convaincre des personnes qui ne le sont pas. On a encore des élus dans des syndicats de bassins versants où on œuvre pour la qualité d'eau qui prônent les bassines et on n'arrive pas à leur faire comprendre l'urgence. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit au pied du mur, qu'on se soit cassé la figure pour que les politiques commencent à comprendre et commencent à changer. Est-ce qu'il y aurait peut-être une phrase ou un chiffre qui pourrait nous aider à avancer, à faire comprendre ça à nos élus et même aux exploitants peut-être agricoles qu'on rencontre tous les jours sur le terrain? Alors, on pourrait derrière parler sur le plan technique du fait que prendre de l'eau souterraine, l'extraire et la mettre en surface à nappe libre, eh bien, vous allez vous retrouver avec 20 à 60% d'évaporation. Vous allez vous retrouver avec un développement de cyanobactéries. Donc, il y a un problème qualitatif, un problème quantitatif déjà. Le problème du fait que de toutes les façons, ce qui se remplissait l'hiver, là, on a changé de système, ça ne se remplit plus. Donc, la question ne se pose même plus, déjà.
Mais je crois que si j'avais une phrase à vous dire, peut-être plus pour que vous ayez cette force d'incarner ces messages-là, c'est qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir. Ça fait trop longtemps qu'on l'a perdu. Et ça fait trop longtemps que l'opinion politique est dirigée et manipule nos cerveaux partout, à travers nos pubs, et à travers tout ce qu'on nous fait croire. Et je crois qu'on doit réfléchir maintenant par nous-mêmes. Peut-être que à l'heure où des intelligences artificielles sont en train de naître partout et font plein de travaux qui existaient jusque-là et qui en 2 minutes, je ne sais pas si vous avez vu, on est capable de mettre 3 demandes et 3 photos ou de faire un dessin et il vous fait un site internet. Enfin, tout devient assez dingue en fait sur ce qui se passe. Et ben, peut-être que c'est le moment où on peut faire nous fonctionner nos cerveaux sans être influencés par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on voit, comprendre qu'à un moment donné, quand quelqu'un dit une phrase, à force de répéter cette phrase, notre cerveau, en fait, il l'apprend, il l'intègre comme une vérité. Et donc, en réalité, il va falloir changer les imaginaires, changer ce qu'on veut préconiser sur nos territoires. Il faut projeter peut-être 2 images auprès des gens et se dire à soi-même qu'on récupère le pouvoir et projeter auprès des autres que voilà un modèle et voilà l'autre modèle. Qu'est-ce que vous voulez? Au-delà de vos arguments. Ça y est, on les a entendus, ils sont faux. Maintenant, comment est-ce qu'on avance? Voilà, moi j'aurais tendance peut-être à vous conseiller ça. Il n'y a plus qu'à. Allez-y. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous pour tout.